vous êtes sur le podcast de la CDI sur le design intégré. Dans cet épisode, nous parlerons de design intégré dans l'univers des jouets pour enfants avec Solène Grange, designer intégré chez Speedy Monkey, une nouvelle marque de jouets pour enfants. Solène a découvert cet univers chez Wesco, marque B2B où le design jouait un rôle moteur dans le lancement de nouveaux projets. Elle a ensuite passé 7 ans chez Smoby, leader français du jouet, où l'organisation du service design était plus structurée. Les nouveaux projets étaient insufflés par le marketing et les différents protagonistes du projet avaient des rôles plutôt bien établis. Cette infrastructure permettait à Solène de pouvoir s'appuyer sur les expertises de ses différents collègues. Elle a rejoint maintenant Speedy Monkey, une toute jeune marque américaine en plein développement spécialisée dans les jeux en bois. On découvre alors que le rôle de Solène ne se limite pas à la création de jouets. Elle, qui a une formation de designer produit, elle a à la fois en responsabilité de la création de marques, de ses valeurs, mais également des gammes de produits, de leur segmentation, et aussi de tous les supports de vente et de communication. Elle nous explique comment elle s'organise dans cette nouvelle société, tout en étant la seule salariée en France. Nous finissons l'épisode sur l'apport du designer, sur la question de l'export et de l'adaptation de tous les outils de la marque aux différents pays. Je vous laisse découvrir cet épisode qui vous donne une nouvelle vision du design et de ce qu'un designer peut apporter à une start-up en plein essor. Bonjour Solène, merci d'accepter de participer à notre podcast. Pour commencer cet épisode, peux-tu nous présenter ton parcours s'il te plaît ? Oui, alors tout d'abord, merci beaucoup Annabelle de me donner la parole parce qu'en fait, je trouve tes podcasts vraiment très inspirants et je suis ravie aujourd'hui de pouvoir partager mon expérience également. Du coup, mon parcours, il commence en fait dès le collège. J'avoue que j'avais justement cette appétence et cette envie de découvrir le milieu du design. Et j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont soutenue et qui m'ont écoutée. J'avais à peine 13-14 ans et ils m'ont emmenée sur Paris pour les journées portes ouvertes des grandes écoles. J'ai pu échanger avec des élèves et puis des professeurs. Et en fait, au retour de ce week-end, je me suis dit, oui, voilà, c'est ça ma voie, je veux aller là-dedans. J'ai pas été prise en bac STI à appliquer parce qu'à l'époque, j'avais pas les notes suffisantes. Mais j'ai fait un bac général et en fait, voilà, avec cet objectif de rentrer en mise à niveau. Je suis rentrée du coup en mise à niveau en art appliqué. À l'époque, je savais pas encore si je voulais m'orienter en design d'espace, design produit, graphisme. Et à la fin de cette mise à niveau, c'était beaucoup plus clair et je sentais cette sensibilité envers le design de produit. J'ai donc poursuivi en BTS design de produit et lors de ces 2 années, j'ai réalisé un stage d'entreprise au sein de Wesco. Donc Wesco, c'est un spécialiste de la puériculture, des jouets et de mobilier, mais principalement pour les collectivités, donc les crèches, les écoles. Ça a été vraiment la première fois que j'ai été plongée dans le quotidien d'un designer et j'ai pu découvrir tous les corps de métier qui gravitaient autour du design. Parce qu'en fait, en cours, on apprenait vraiment la théorie et là, en fait, d'être plongée dans cet univers avec tous les services connexes et c'est vraiment cette équipe projet. J'ai adoré. Je crois que ça a été même au-delà de mes espérances, si je peux dire. Et c'est pour ça que j'ai voulu continuer ma licence et mon master en alternance parce que j'avais vraiment besoin de mettre en pratique la théorie que j'apprenais en cours et je trouve que j'apprenais énormément en entreprise. J'ai aussi également adoré ce secteur d'activité. Et du coup, j'ai fait des pieds et des mains pour rentrer au sein de l'entreprise Smoby. Pour être tout à fait honnête, j'ai harcelé le responsable design à l'époque. Je crois que je l'ai appelé toutes les semaines pendant 3 mois. Et je suis vraiment reconnaissante à lui de m'avoir embauchée. J'ai donc passé 7 ans chez Smoby. Les 3 premières années, j'étais en alternance. Et j'ai découvert une nouvelle organisation, un quotidien qui était vraiment très différent de celui que j'avais chez Wesco. Je me suis rendu compte que, par exemple, chez Smoby, le marketing était au cœur des projets. C'est-à-dire que c'est lui qui impulsait, il nous donnait un cahier des charges et ensuite, on développait les produits en fonction des cahiers des charges qui étaient, entre guillemets, imposés par le marketing. Alors que chez Wesco, c'était pas du tout de cette manière, c'était plutôt le design qui impulsait et ensuite le marketing qui venait en support. Donc, c'était vraiment très différent et c'est là où je me suis dit « Ah, mais en fait, notre métier, on peut le réaliser de plein de manières différentes en fonction de l'entreprise au sein duquel on travaille. » Et du coup, chez Smoby, j'ai pu mener des projets qui sont très diversifiés. Donc, Smoby, c'est le premier fabricant de jouets français, principalement des jouets en plastique qui sont conçus dans le Jura. Enfin, en fait, les usines sont dans le Jura. Et au cours de ces années,
j'ai pu dépasser et aller au-delà des cahiers des charges qui étaient préétablis par le marketing. Je crois que c'est un petit peu ma force, cette audace de se dire, OK, il y a un cahier des charges, on va le respecter, mais comment on fait pour aller au-delà? Et entre autres, j'ai développé un projet qui s'appelle la Smoby School. C'est un jouet qui retranscrit un peu un jouet d'imitation autour de l'école. Et avec l'équipe projet, on a déporté le matériau qu'on utilise habituellement, c'est-à-dire le plastique, pour aller vers un produit carton. Et donc, le produit est conçu à 70-80% de carton. Et c'était vraiment très riche de fédérer un projet qui était différent, où dans le cahier des charges, il n'y avait pas quel matériau utiliser. Et c'est vrai que chez Smoby, la logique voulait qu'on utilise du plastique, sauf que là, on voulait faire un produit qui était vraiment grand. Et pour développer des moules qui sont grands, c'est un coût qui est extrêmement élevé. Et le fait de pouvoir le faire en carton nous permettait de justement dépasser ces limites de grandeur. Et ça a été un projet qui m'a vraiment beaucoup marqué dans ma carrière. Et ensuite, c'est à partir de là où je me suis dit, bah voilà, en fait, il y a un cahier des charges et je veux aller au-delà et c'est ça que j'aime. Et donc, ensuite, j'étais vraiment, j'avais des sortes d'œillères. C'est-à-dire que je m'étais jamais arrêtée dans ma carrière. J'avais beaucoup travaillé et c'est comme si je voyais plus trop où j'allais. Cette petite flamme que j'avais en moi, c'est pas qu'elle s'est éteinte, mais en fait, tout était un peu fermé. Donc, j'ai pris un congé sabbatique où j'ai entrepris le projet de partir en tour du monde. Il s'avère que c'était pendant le Covid. Du coup, le projet a été avorté au bout d'1 mois. J'ai dû rentrer parce que toutes les frontières étaient fermées. J'avoue qu'au début, je l'ai pris un peu comme un échec et j'ai pu rebondir. Je vous parle de ça parce que ça a été vraiment un impact dans ma carrière. En tant que designer, on a des projets qui sont avortés ou des projets qui sont mis en stand-by. Ça fait partie de notre quotidien. Et ça, j'avais beaucoup de mal à le gérer avant, en fait, ce congé sabbatique, parce que je le prenais vraiment très personnellement. Alors qu'en fait, c'est une résultante de plein de choses, par exemple, des contraintes de coût, ou alors parce que c'est trop novateur à ce moment-là, ou alors, il y a toujours des petites choses à réajuster. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de recul par rapport à ça, et je me dis que même par rapport à l'échec, entre guillemets, ça nous permet d'apprendre et d'être encore plus performants pour les projets à venir. Quand je suis rentrée de mon congé sabbatique chez Smoby, j'y suis restée 1 an supplémentaire et je crois que ça a été l'année la plus enrichissante et la plus épanouissante pour moi parce que j'avais pris du recul. Ma petite flamme, elle s'était rallumée, je me rendais compte à quel point j'aimais mon métier. Et je vais faire le parallèle aussi avec notre métier, c'est que parfois, on est vraiment focalisé sur notre projet. On est devant notre écran, on avance, puis il suffit qu'il y ait une réunion ou quelque chose, on sort de notre écran, et puis quand on y retourne, on se dit « Oh là 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 là, j'avais pas remarqué, je vais pas dans le bon sens », et puis on réoriente. Et bien là, c'est un peu ce qui m'est arrivé dans ma carrière, et je trouvais que c'était vraiment un gros point positif. Ensuite, il y a une très belle opportunité qui s'est présentée à moi. C'était à une période de ma vie où j'avais envie d'encore plus de challenge et donc j'ai intégré la société Speedy Monkey et c'est la société dans laquelle je travaille actuellement. Est-ce que tu peux nous présenter du coup Speedy Monkey ? Speedy Monkey, c'est une entreprise américaine de jouets en bois. On est à la fois distributeur et créateur de nos propres collections. On distribue aux États-Unis des marques comme Moulin Rôti, Tolo et en parallèle, on crée nos propres collections. Et on les commercialise aux États-Unis et à l'international. Il faut savoir que je suis arrivée à la jeunesse de l'entreprise, donc il y avait vraiment tout à faire. C'était un sacré challenge. Et ma petite particularité, c'est que je suis en 100% télétravail parce que l'ensemble de mes collègues est aux États-Unis, au siège, à côté de Miami, et je suis la seule en France. Donc, quand je suis arrivée chez Speedy Monkey, il a d'abord fallu que je comprenne la vision du fondateur, donc Pascal Bernard, et vraiment de m'imprégner des valeurs qu'il projetait pour Speedy Monkey. Il a fallu qu'on travaille vraiment en synergie, et là où je dis que j'ai vraiment eu de la chance, c'est qu'en fait, avec le fondateur, on a la même vision, les mêmes fondamentaux et en fait, on a les mêmes goûts. On n'est pas d'accord sur tout, ce qui est aussi très riche, mais on a vraiment ce même goût. Et c'est ce qui fait que malgré la distance, on arrive à avancer et on se comprend très très bien. Pour les outils qu'on utilise pour gérer la distance, on utilise les outils les plus simples.
le téléphone, la visio quand il y a besoin et les espaces de stockage en ligne pour partager les documents, les visuels. Aujourd'hui, on est encore une petite structure et ces outils les plus simples nous conviennent le mieux. Je pense que peut-être à l'avenir, si la société grossit, on aura besoin de s'adapter avec de nouveaux outils, mais pour le moment, en fait, c'est ce qui nous convient. Et du coup, mon rôle, mes missions chez Speedy Monkey, c'est d'abord la conception de la marque. Ça a été vraiment de définir la personnalité de la marque, la manière dont elle se positionne face aux clients, aux concurrents. Et donc, j'ai réalisé la charte graphique qui est ensuite utilisée sur tous les supports, donc les produits, les packs, le site web, les réseaux sociaux. C'est vraiment cette charte avec notamment le logo, parce qu'il y avait juste une petite ébauche de logo, les couleurs, les illustrations. On a créé tout un univers avec des petites pétales et des petits personnages, des petits animaux. Ensuite, donc une fois que en fait cette charte a été construite, il a fallu donc concevoir les produits et il a fallu que je m'adapte à des contraintes techniques liées au bois. Parce qu'en fait, je venais de la plasturgie et les contraintes techniques sont complètement différentes. Mais c'est ce que j'aime en fait, c'est apprendre. Sauf que là, on est seul en fait. Et du coup, il faut être assez proactif parce qu'on ne peut pas appeler Audrey du bureau d'études pour nous aider sur un problème technique. Ça a été vraiment aussi très enrichissant et de penser en fait le produit autrement parce qu'on ne peut pas le construire de la même manière et on ne peut pas l'imaginer de la même manière dans sa tête. Une fois que ces produits étaient faits, il fallait bien les mettre en pack. Donc j'ai travaillé sur les packaging. L'idée, c'était vraiment d'apporter des idées nouvelles pour rendre le produit et le packaging uniques. Le secteur du jouet est un milieu qui est extrêmement concurrentiel. Et notamment, sur les packaging, on a un logo qui est sur un cube en bois et c'est vraiment notre signature qu'on va retrouver en rayon. On a ce cube, on voulait vraiment insister sur le fait qu'on était une entreprise de jouets en bois et que le consommateur puisse voir directement ceci. Une fois que les produits et les packaging sont réalisés, il y a la création de contenu, donc c'est-à-dire tous les visuels qui vont capter l'attention et qui vont refléter l'image de la marque. Donc aujourd'hui, on est encore une très petite entreprise et on n'a pas fait appel à des photographes, mais je réalise les photomontages avec des enfants pour mettre en valeur du coup nos produits sur les packaging, les réseaux sociaux, pouvoir communiquer. Une fois qu'on a fait charte, produit, pack et visuel, du coup, il y a les supports communication et vu que je suis en charge de toute la partie créa de l'entreprise, j'ai réalisé les catalogues, les flyers. J'ai également travaillé sur l'interface du site web parce qu'on n'avait rien, on est parti de zéro. Et c'était super enrichissant parce qu'en plus, on est en B2B et en B2C, c'est-à-dire qu'il y a aussi bien monsieur et madame tout le monde qui vont acheter sur notre site web que une petite boutique qui va les acheter par centaines. Et donc, il a fallu trouver une interface qui corresponde aux deux et qu'on puisse communiquer et surtout que sur chacun des supports de communication, on retrouve notre marque. J'ai également travaillé sur la charte des réseaux sociaux. Alors là, on a mis un peu de temps. On ne peut pas tout faire en même temps. Et là, du coup, on est vraiment sur la charte des réseaux sociaux parce que c'est un moyen de communication qui est inévitable aujourd'hui. Et également les stands. J'ai réalisé le stand notamment du plus grand salon du jouet. C'était à Nuremberg. Et en fait, c'est drôle de décliner cette charte sous différents supports. Moi, vraiment, ma ligne directrice, c'est de se dire, voilà, on a Speedy Monkey. Si on se balade dans les allées d'un salon, ou si on feuillette un catalogue, ou si on scrolle sur Instagram, et ben en fait, voilà, on voit pas le logo et on se dit, ah mais oui, c'est Speedy Monkey. Et en fait, c'est ça, vraiment, notre objectif à l'équipe Speedy Monkey et moi. Du coup, par rapport à Smoby, où tu étais designer produit, on voit que là, tu arrives à la naissance de l'entreprise. Finalement, tu n'as pas pris juste le rôle de designer produit, mais tu as pris un rôle de designer global et tu t'occupes aussi bien des objets que finalement tous les outils de communication. Exactement. Et en fait, c'est ça qui est vraiment très enrichissant aujourd'hui. Je dénigre pas du tout mon travail chez Smoby parce que c'était un travail qui était plus technique, qui était beaucoup plus segmenté. Chez Smoby, avec la grande organisation d'une entreprise, moi, j'étais au pôle design produit, puis il y avait le graphisme, design d'espace, le marketing. On était tous sur un plateau, on travaillait en équipe projet, ce qui est vraiment très intéressant et ce qui parfois peut me manquer aujourd'hui. Mais en fait, en tout cas, aujourd'hui, ça me permet vraiment de
créé de A à Z, alors qu'avant, je donnais le petit bébé et puis le graphiste et puis ensuite le designer d'espace adapté. Et c'est vrai que c'était à la fois enrichissant parce qu'on avait une autre vision. Et c'est important aussi d'avoir une vision autre que la nôtre. Mais en même temps, parfois, du coup, il y avait des petits soucis d'incompréhension parce que le graphiste, il n'avait pas perçu le produit comme nous, on l'avait imaginé. Et voilà, c'est vraiment des méthodes qui sont très différentes. Et j'ai une question pour toi, puisque Speedy Monkey, tu nous as dit, le siège est aux États-Unis, donc vous avez commencé par vendre aux États-Unis, et du coup, tu travailles pour un marché qui n'est pas le marché français. Or, toi, tu es en France, donc ta culture du jouet, même si on parle des usages, les utilisateurs, les environnements, comment tu arrives à te projeter par rapport au marché des États-Unis? Est-ce que c'est le même marché simplement? Alors non, c'est pas le même marché. C'est vrai que les jouets aux États-Unis, en France ou même dans d'autres pays du monde, c'est très différent. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vend sur le marché américain et aussi à l'international. Et du coup, ça a été à moi, avec l'aide de Pascal, de trouver une charte qui correspond justement à tous ces pays. Il s'avère qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, mais l'objectif, c'est de plaire au plus grand nombre. Nous, on a voulu déjà, dans un premier temps, axer nos produits sur la mixité. C'est-à-dire qu'on n'a pas de produit fille ou pas de produit garçon, on a un produit qui est pour tous les enfants. Ensuite, on a essayé de faire en sorte que ce produit, ces jouets, s'intègrent dans les intérieurs. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas que ce soit des couleurs qui soient trop criardes et que si les parents reçoivent des amis, ils doivent ranger le cheval à bascule dans le placard alors que ça ne rentre pas, et on voulait que ça puisse s'intégrer dans les intérieurs. Et ce qui est compliqué, c'est que les intérieurs sont très différents d'un pays à un autre. Et du coup, il a fallu essayer de mieux comprendre justement ces différentes cultures. Pour donner un exemple, là, au mois de décembre, je vais faire une tournée terrain. Donc, je vais passer 2-3 jours à Copenhague pour faire une tournée de tous les magasins de jouets et m'imprégner en fait du design scandinave. Et puis, l'année prochaine, bon, c'est pas encore décidé, mais peut-être que j'irai dans une autre région, un autre pays du monde pour découvrir justement une autre culture. Et voilà, je pense que ça va se faire petit à petit avec le temps. En tout cas, jusqu'à présent, je pense qu'on arrive à peu près à maintenir le challenge. Ensuite, donc là, j'ai vraiment parlé de charte, mais il y a les fonctionnalités produits. Et en fait, tous les enfants ne jouent pas au même jeu dans tous les pays du monde. Et pour donner un exemple, par exemple, en France, je pense qu'il y a 70% des enfants qui utilisent une draisienne avant d'apprendre à faire du vélo. Aux États-Unis, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas de draisienne. C'est pas un produit qui est présent dans les quotidiens. Et donc voilà, il faut s'adapter. Est-ce qu'on lance une draisienne là-bas? Est-ce qu'il faut qu'on communique différemment? Parce qu'il y a aussi, on ne peut pas changer les mœurs et les façons de vivre des gens. C'est vrai que ça fait vraiment partie de notre réflexion. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup pour ton témoignage dans ce podcast, et on a bien vu la différence entre travailler pour une entreprise déjà bien établie et être à la naissance de la création d'une marque et d'une entreprise.